Aujourd'hui, nous recevons Florian, qui est atteint de bipolarité. Il nous explique les moments les plus difficiles de sa maladie, ses envies suicidaires, les moments où il se prenait pour le Christ. Mais Florian nous montre aussi qu'on peut vivre normalement avec la bipolarité. Et j'ai un espèce de sentiment d'une oppression incontrôlable qui me dit « Florian, dans quelques jours, tu vas mourir et tu vas te réincarner en fourmi. » Et je suis persuadé que la fourmi m'appelle à rejoindre son royaume. Alors que je me pensais être le Christ 2 heures avant. Bonjour à tous, je m'appelle Florian, j'ai 33 ans, je suis bipolaire mais heureux. J'ai eu 10 ans de crise un peu effroyables. J'ai côtoyé des hôpitaux psychiatriques, j'ai été interné de force. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire sur légende. Donc la bipolarité, c'est une maladie psychique qui touche 1 600 000 personnes en France. C'est une maladie qui fait osciller l'état d'esprit dans des crises maniaques ou hypomaniaques, qui sont des crises de grand délire. Et c'est aussi une maladie qui plonge la personne malade dans des dépressions très puissantes. On va dire que dès que les crises maniaques sont élevées, plus les crises maniaques sont élevées, plus la dépression va être forte derrière. Alors moi, j'ai su il y a 4-5 ans que j'étais diagnostiqué bipolaire, après 10 ans d'errance diagnostique. L'errance diagnostique, c'est la période pendant laquelle il n'y a pas de diagnostic établi, posé. Donc j'ai passé 10 ans à faire des crises, j'ai fait 6 crises en 10 ans, dépressives et hypomaniaques. J'ai cohabité avec cette maladie pendant de nombreuses années, jusqu'à faire la paix avec elle. Et c'est vachement important d'avoir conscience que la bipolarité fait partie de soi. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas, elle ne me représente pas, mais c'est quelqu'un avec qui je cohabite et je la tutoie pour la dompter, pour la canaliser avec l'aide de médecins, avec l'aide de médicaments, avec l'aide d'une thérapeute. Et je crois que je l'ai réussi aujourd'hui. Alors mon enfance, elle est plutôt heureuse. Moi, je suis parisien, j'ai un grand frère, 2 petites sœurs. Je suis dans une famille plutôt aisée, j'ai une enfance plutôt joyeuse. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. La scolarité, elle est plutôt chaotique. Je suis dernier de ma classe. On me dit que j'ai des capacités, mais comme beaucoup, je ne les exploite pas. Donc j'ai une enfance heureuse, mais une scolarité un peu désastreuse. Je suis diagnostiqué, en fait, j'ai fait un test de précocité très jeune avec mes parents. Et on m'a dit que j'étais un enfant pas surdoué, mais avec des capacités un peu plus développées que les autres. J'ai trouvé ce diagnostic très douloureux à vivre, parce qu'aujourd'hui, la précocité, on vient justifier, si vous voulez, des échecs scolaires par une intelligence supérieure. Donc moi, on m'a dit, c'est normal que tu sois un échec scolaire parce que tu es précoce. Et je pense que dire ça à un enfant trop jeune, c'est le mettre en difficulté, c'est lui empêcher une croissance intellectuelle saine, sereine et apaisée. Ma première école était à Paris. Voilà, je suis président du bureau des élèves, je me donne à fond. Je suis à fond avec mes amis, j'aime les voir, j'aime discuter avec eux. Je suis plutôt heureux dans cette école, même si scolairement ça reste très compliqué. Je bosse pas beaucoup. Et je compense par des sorties nocturnes très nombreuses. Mais voilà, je me suis calmé par la suite. Je sens que j'ai quelque chose de différent parce que je suis hypersensible. C'est-à-dire que je sens en moi une sensibilité très forte. Je peux tomber très rapidement amoureux d'une fille. Je peux être vexé par un propos très facilement aussi. Je suis très susceptible. Donc voilà, je ressens quand même une forme de fragilité, d'hypersensibilité. La bipolarité, c'est sournois parce qu'on ne la voit pas forcément venir. En fait, quand on n'est pas éduqué à sa pathologie, quand on n'est pas éduqué à vivre avec sa bipolarité, elle peut nous surprendre. Moi, je me suis fait surprendre 1000 fois par elle, dans des petits moments de vie, comme dans des états de crise très puissantes. Du coup, il faut toujours anticiper la crise, toujours anticiper la bipolarité, vivre avec une vraie vigilance. À 18 ans seulement, tu vas partir en Inde. Tu vas faire quoi en Inde ? Et en fait, en Inde, je pars avec un ami qui est vraiment un super copain avec qui je fais la fête à Paris, que j'admire pas mal parce qu'il est très fort en classe, il est dans les bonnes écoles. Et il me dit, viens, on va en Inde, dans les mouroirs de Mère Teresa. C'est des endroits où les gens en Inde, certaines castes, notamment les intouchables, meurent. Et on va les accompagner vers l'au-delà en les soignant, en leur donnant faisant des massages, en donnant des douches. J'ai passé 1 mois là-bas, c'était très difficile. J'ai eu un choc émotionnel, un choc culturel très puissant. Et quand je suis rentré en France, j'ai fait ma première dépression, ma grosse dépression, la plus grosse. Et voilà, j'ai traversé honnêtement des ténèbres.
ma vie a changé. C'est-à-dire que mes parents viennent me chercher à l'aéroport, je tombe direct en dépression, j'ai des envies suicidaires, j'ai le goût de la cendre dans la bouche, je vois les gens à travers leurs défauts, à travers ce qui les dessert, et je ne vois plus la bonté dans le cœur de l'homme. Et du coup, je suis complètement pris dans des idées suicidaires. Je me penche à la fenêtre de ma chambre et je me vois sauter et rester vivant mais mort entre 4 murs, sans porte ni fenêtre, et ça pour l'éternité. C'est quoi qui t'empêche de sauter à ce moment-là? C'est une impulsion de vie que je vais chercher chez les autres, qui viennent me surveiller chez moi, parce que mes parents, mes amis, ma famille, des amis de mes parents viennent me surveiller pour pas que je fasse de bêtises. Et à ce moment-là, il y a une personne qui rentre dans ma chambre et qui me dit « Florian, le déjeuner est prêt ». Et je sors de cet état suicidaire pour quelques dizaines de minutes. La dépression, pour moi, c'était quelque chose d'inconnu. J'étais joyeux. On me disait « Florian, c'est le guéluron qui a des amis, qui est un peu populaire, qui fait rire les gens, assez impulsif, un peu maladroit, hypersensible, mais quelqu'un de, tu vois, plutôt positif dans la vie, quoi. » Donc moi, j'ai été complètement saisi par cette dépression parce que ça ne me correspond pas. Ce n'est pas du tout dans mon ADN de faire des dépressions. Alors le début d'une phase maniaque, tout d'un coup, on dort 8 heures par jour et tout d'un coup, on tombe à 7-6, quelques semaines. On se réveille à 6 heures du matin parce qu'on a un projet sur lequel il faut bosser. Tac, nouveau projet. Ensuite, on va courir 1 heure et ensuite, on va arriver au boulot. Donc on a déjà fait un quart de la journée, quoi. Et ensuite, le soir, on va appeler ses copains et on va organiser 1000 trucs. En fait, c'est une surexcitation de l'état cognitif, de l'état psychique, sentimental, émotionnel. Tout est surdimensionné, quoi. La phase maniaque, c'est des phases où les sens sont décuplés. Le toucher, la vue, l'odorat, tout ça, c'est décuplé. On ne dort plus. Donc pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 jours, on ne trouve plus le sommeil. Moi, j'ai écrit un roman pendant 7 jours de crise maniaque, 300 pages que j'ai pondues en 7 jours parce que je n'ai pas dormi, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai des crises hypomaniaques et maniaques très marquées avec des comportements très particuliers. C'est des phases qui sont, d'un point de vue émotionnel et sensitif, sensationnel, très, très agréables. On est très heureux, en tout cas je parle pour moi, mais moi quand je suis en crise maniaque, je suis très heureux, je suis désinhibé, j'ai l'impression de pouvoir sauver le monde, j'ai l'impression d'être en avance sur le monde, j'ai l'impression d'avoir des capacités intellectuelles complètement incroyables. Donc c'est une grande phase de confiance en soi. Et d'un point de vue, on va dire, plus spirituel, on peut dire que c'est une phase d'orgueil un peu. Orgueil parce qu'on se croit tout puissant. Pendant le confinement, j'ai fait une crise maniaque et je me suis pris pour le Christ. J'ai cru que j'allais devenir le sauveur. J'ai cru que j'allais sauver la France et le monde en faisant des miracles. J'ai cru que j'allais avoir cette capacité spirituelle de transcender les gens. Et voilà, j'ai eu des moments où je suis parti auprès des personnes en situation de précarité, dans la rue, je leur disais que j'allais les sauver, je leur embrassais les pieds, je leur disais que c'était les personnes les plus incroyables que je n'ai jamais rencontrées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'issue de cette crise maniaque, qui s'est calmée par la suite, je suis rentré au Secours catholique pour travailler auprès des personnes en situation de précarité. Donc en fait, il y avait une forme de vérité dans ce que j'ai vécu, évidemment pas le fait de dire que je suis le Christ, mais le fait de dire que être auprès des personnes en situation de précarité, c'est contribuer un petit peu à la charité du monde. C'est d'être un peu plus charitable pour le monde. Et c'est bon, et c'est vrai, et c'est important de le faire. Et du coup, je l'ai fait à temps plein au Secours catholique pendant 2 ans, suite à cette crise maniaque. Et ce changement est très intéressant parce que je suis rentré dans une dimension beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus mûre, beaucoup plus profonde dans mon engagement. Évidemment que dans cette crise maniaque, où je courais partout et où j'allais voir les pauvres en leur disant que j'étais le Christ et le Sauveur. Je pense que je suis le Christ, déjà parce que je suis catholique et converti. Cette crise maniaque est arrivée après ma conversion.
dont je m'identifiais à lui dans la religion chrétienne. On dit qu'il faut ressembler au Christ dans sa vie, qu'il faut fusionner avec lui dans la charité, dans le don de soi, tout en sachant qu'on a des imperfections qui nous limitent. On est tous pécheurs, on est tous imparfaits, on a tous des travers, on a tous des péchés plus ou moins gros. Donc, moi, je me pensais le Christ parce que dans une phase maniaque, tu n'as plus le regard sur ces éléments qui viennent rappeler ta condition humaine, rappeler ce que tu es, et profondément. Et moi, je me pensais profondément être le Christ parce que je croyais avoir dépassé tous ces éléments. Donc, je vais voir les pauvres, je me prends pour le Christ, j'embrasse leurs pieds, je les emmène au supermarché, je leur achète des produits pour eux et tout. Et à un moment, je me mets dans une cour, dans l'immeuble de mes parents. Je suis assis par terre et je regarde des fourmis. Et j'ai un espèce de sentiment d'une oppression incontrôlable qui me dit « Florian, dans quelques jours, tu vas mourir et tu vas te réincarner en fourmi. » Et je suis persuadé que la fourmi m'appelle à rejoindre son royaume, alors que je me pensais être le Christ 2 heures avant. Donc ça montre quand même l'instabilité psychique, même si la pensée christique est prédominante versus la pensée de cette fourmi, mais je me crois à ce moment-là, avec assurance, tomber dans l'état d'une fourmi. Je suis resté plus de 2 heures, 2-3 heures dans ce transat à côté de ces fourmis, et je pense que quelqu'un m'a appelé ou quelqu'un est venu me rejoindre, et voilà, je suis sorti de cette idée-là, quoi. Je ressens quoi ? Je suis très fort. Je suis puissant. J'ai une vue qui est très lointaine. J'ai des odorats qui sont très fins. J'ai un toucher qui est très précis. J'ai une dose de confiance en moi qui est absolument incroyable. J'ai l'impression vraiment d'avoir une intériorité véritablement habité par l'Esprit Saint, par Dieu, par le Tout-Puissant, quoi. Alors, est-ce que je suis moi ? Oui, je suis Florian Daune, je suis malade, ou du moins je suis très excité sur le plan cognitif, mais je suis moi. J'ai vécu cette crise, donc je l'ai traversée. C'est moi-même. De la même façon que quand je vais rejoindre le Secours catholique après ça pour travailler dans la rue avec les personnes en situation de précarité, je suis moi-même aussi. En fait, je ne suis pas dans un rapport identitaire à la maladie, je suis dans une confusion psychique. Il y a une confusion entre le Christ et moi, et je dois décloisonner psychiquement cette confusion. En gros, je dois accepter que je ne le suis pas. Quand je sors de cette crise, je ne suis pas le Christ. Je suis Florian, un serviteur de Dieu, un citoyen français, un habitant parisien et un serviteur inutile dans son boulot, quoi. Alors mon travail, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Ça l'a été pendant 10 ans. J'ai une chance inouïe, c'est qu'en fait, je me suis jamais fait virer d'une boîte. Donc en fait, j'ai jamais eu... Enfin, je me suis fait virer une fois, mais globalement, j'ai jumpé de job en job sans trop avoir de répercussions sur mon mental. Sauf une fois où je me rappelle, j'ai dit à mon boss que j'en pouvais plus parce que je traversais la France de long en large et j'étais épuisé de fatigue. Et je lui ai dit, écoute, je suis épuisé, donc je peux plus rien faire. Et je suis parti. Je pense que j'ai fait un petit burn-out et j'ai mis 6 mois à revenir. Mais moi, j'étais sur les jumps des boulots de commerciaux. Donc j'étais commercial ou manager commercial. Et du coup, dans ces jobs-là, quand tu es sur le terrain, tu peux prendre un peu de temps pour te reposer, pour faire une sieste, pour dormir. Je trouvais un peu mon équilibre. Il est clair que pendant mes phases, j'étais en arrêt maladie. Donc il n'y a aucun moyen de garder un métier sur le long terme. En fait, quand on n'est pas stabilisé, c'est compliqué. Et il ne faut surtout pas que la personne bipolaire culpabilise de ça. C'est normal. On ne peut pas garder un boulot quand on est en crise maniaque ou en crise dépressive. C'est très compliqué. Et le boulot est une charge, est un poids. Il faut se décharger de ça. Donc prendre un temps, en arrêt maladie ou non, mais prendre un temps pour se rétablir, pour se soigner et pour se guérir.
Ouais, ça bloque dans le travail. En fait, si tu veux, pourquoi c'est une des maladies les plus invalidantes selon l'OMS, c'est qu'il y a 1600 bipolaires qui se suicident chaque année. Sur les 9000 suicides, ça fait quasiment 20% des suicides qui sont concernés par la bipolarité. Et en France, les maladies mentales, c'est 13 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est 3 millions de personnes qui ont des troubles psychiques graves, sévères. Et dans ces 3 millions de personnes, il y a 1,6 million de bipolaires. Donc c'est un enjeu de santé publique sur lequel il faut réagir. Il faut avoir des soins précoces, avoir des alliances thérapeutiques entre les psychiatres et les psychothérapeutes pour que les gens vraiment s'unissent entre eux, les spécialistes de santé, s'unissent entre eux pour faire en sorte que la personne bipolaire puisse être diagnostiquée plus rapidement que ses 10 ans d'errance diagnostique et puisse avoir vraiment le bon regard sur la personne qui est malade. On souffre trop d'errance diagnostique en France et c'est trop compliqué à gérer pour les personnes bipolaires. Ces phases maniaques, en gros, c'est l'instabilité au boulot. Ça va être une hypersensibilité, une susceptibilité très forte. Ça va être un manque d'appétit. On oublie de déjeuner, on oublie de dîner. En tout cas pour moi, je me nourrissais quasiment plus. Perte de sommeil énorme. Ça peut être pour certains activités sexuelles démesurées. Ça peut être aussi pour certains dépenses d'argent incontrôlées. Donc c'est mise en danger. Danger, warning, crise maniaque, c'est warning parce que il faut, et d'ailleurs c'est souvent le cas, accepter d'être hospitalisé sous contrainte. Quand on est en crise maniaque, c'est fondamental d'être hospitalisé sous contrainte, c'est-à-dire qu'une autre personne que soi va susciter l'hospitalisation. Je ne parle pas au nom de tous les bipolaires, je veux toucher les personnes bipolaires pour qu'elles soient rejointes dans mon discours. Mais je n'ai aucune stabilité quand je suis en crise maniaque. Je cours. À Avignon, il y avait des enceintes, c'est une ville fortifiée. Je cours en faisant le tour de la ville pour trouver des sans-abri. Et mon père, je suis avec lui à ce moment-là, il est dérouté, quoi. Il se dit, je vais devoir faire hospitaliser mon fils. Et pour un père, faire hospitaliser son fils, c'est super compliqué, quoi. C'est super compliqué. Alors, je suis allé plusieurs fois en hôpital psychiatrique, à chaque fois sous contrainte. Sauf une fois où j'y suis allé de moi-même. Mais voilà, l'hôpital psychiatrique, c'est un endroit où on se soigne. Voilà, j'ai eu un gros passage à Avignon, à côté d'Avignon, pour pas citer la ville, mais à Paris aussi, en Île-de-France, j'ai été plusieurs fois hospitalisé. Donc j'ai pas mal côtoyé les hôpitaux psychiatriques. Alors je crois être reçu à l'Élysée. Il y a une psychiatre qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, monsieur Daune ». Il y a son élève, son interne à côté qui est là. C'est un peu gênant de les voir les deux à côté de moi alors que je suis en pleine crise maniaque. Et en même temps, parce que je suis torse nu avec des électrodes sur le torse et tout. Et je leur dis « Voilà, je suis le roi de France et je vais rejoindre Macron, quoi, pour lui dire qu'il va gérer l'Europe et que je vais gérer la France. » Et je suis sûr de ça, quoi. Et j'arrive dans l'hôpital psychiatrique. Il s'est passé 2 événements majeurs. Le premier, c'est que je rentre dans un endroit lugubre, sordide, avec des petites cellules pour chaque personne en crise. Et comme on ne dort pas parce qu'on a un épisode maniaque, les gens se lèvent et se croisent et autres. Et certains restent dans leur chambre. Et moi, j'allais dans les chambres des gens et je leur disais « Le salut est tout proche ». Donc je sortais les gens de leur chambre. Et un jour, il y a une infirmière qui m'a fait une piqûre de neuroleptique dans les fesses. Elle m'a mis dans ma chambre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fermé la chambre à clé ou si elle m'avait enfermé, mais j'ai vécu une douleur physique, psychique énorme. Mes muscles se sont contractés pendant plus d'une nuit et les gens toquaient à la porte pour dire « Florian, sors d'ici, sortez-le d'ici. Il n'a rien fait, sortez-le d'ici. » Et j'étais complètement atteint par ce mal, parce qu'en fait, elle m'a fait une piqûre de neuroleptique alors qu'il fallait un autre médicament pour éviter les effets secondaires. J'ai juste eu la piqûre. Je ne veux pas mettre en question l'infirmière. Ça se trouve, c'est ce qu'il fallait faire parce que je mettais en danger les autres et que j'étais en danger. Donc, il y en a qui se font attacher. Ça n'a jamais été mon cas. Mais il y en a qui se font attacher. Donc, voilà, il faut comprendre que
parfois, les gestes, comme ce que j'ai reçu, ou le fait d'être attaché, ça fait peur, mais c'est parfois nécessaire. Parce que, en fait, c'est toujours, et moi je suis toujours du bon côté de la barrière, c'est toujours pour le bien du patient. Il faut comprendre que c'est pour le bien du patient. Quand on est interné sous contrainte, c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent dans notre intérêt, pour notre bien, qui, sur le papier, ont l'air désastreuses. Alors, je vais dire ça en rigolant, mais je suis à ma place parce que quand je change d'unité par rapport à la première que je viens d'évoquer, je suis à ma place parce que je rentre dans une autre unité et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Tiens, voilà le roi !» Et là, je me dis « Mais c'est pas possible. Pourquoi il dit que je suis roi alors que je suis interné parce que justement, je suis et je pense être président de la République et roi, quoi. » Et là, plutôt roi que président, c'est plus noble. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Une confusion mentale énorme en moi, parce que j'ai l'impression d'être le roi. Et le gars, il savait pas du tout que j'étais interné pour ça. Donc c'était complètement fou, quoi. Mais tu sais, il y avait la volonté d'être roi, c'était inconsciemment la volonté d'être Christ qui commençait à s'apaiser, tu vois. Donc l'aspect christique a disparu et on est passé au roi. Puis ensuite, on va retourner au président du bureau des élèves. Donc c'est un départ de guérison. C'est un départ de guérison. Dans l'hôpital psychiatrique, tu vas rencontrer une autre personne aussi en phase maniaque et vous allez vouloir monter un business. On a passé un mois ensemble dans le sud à l'hôpital et lors d'une balade, on est tombé sur une pomme de pin et on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit putain, on va monter la start-up, on va lever des millions avec cette pomme de pin. Parce qu'on va monter une boîte de vêtements avec ce logo pomme de pin. Et du coup, on a pensé lever des millions tout au long de cette hospitalisation. Moi, je suis le dernier des entrepreneurs incapable de monter une boîte, donc c'était super drôle. Et en fait, derrière, avec Samuel, on s'appelle et on se remémore notre hospitalisation. Et on s'est dit, tu te rappelles quand on voulait monter la start-up de l'année, quoi. On jouait de la guitare en groupe, les gens pleuraient, on se prenait un peu dans les bras, on se consolait et tout. Enfin, c'était assez beau, hein. Il y avait quelque chose de très mystérieux dans la façon d'agir, dans la façon d'être. Si tu veux, la cohésion entre tous ces êtres qui sont blessés, qui ont un psychique abîmé, bah voilà, c'est compliqué, quoi. Mais c'est beau. C'est beau, en fait. Et on n'est pas dans la confidence, je trouve, en état maniaque. On est plus dans la vérité, dans la certitude, dans la capacité à persuader l'autre. Je suis... Donc on n'est pas tellement dans le dialogue rationnel, quoi. Il y a rien de plus insupportable quand on est en phase dépressive et qu'on te dit « le temps va te guérir, tu vas voir, ça va aller et tout ». Donc pour combattre cette notion du temps qui est parfois hyper douloureuse, parce que le temps, on l'éprouve. On a une répulsion pour le temps, quoi. Moi, quand je suis en phase dépressive, je me couche à 18h, je me lève à 14h, j'ai 4 heures éveillé, quoi. Donc comment je guéris comment je me rétablis de cet état bipolaire? Par plusieurs moyens. Déjà, je trouve un psychiatre qu'un oncle m'a conseillé d'aller voir, un oncle que j'aime beaucoup, qui m'a dit il faut que tu ailles voir ce psychiatre, il est top. Ce psychiatre, et j'en avais vu 2-3 auparavant, hein, qui n'avaient pas trouvé le bon traitement. Et ce psychiatre, il me trouve le traitement. Parce que c'est chimique. Une molécule de plus, une molécule de moins, ça fait tomber la personne dans un état dépressif ou hypomaniaque. C'est vraiment à la gélule près, quoi. Et là, il me trouve le traitement, et c'était il y a 5-6 ans, et je redécolle, mais je redécolle avec ma raison, et je vais bien, je me soigne, et ensuite j'ai une thérapeute qui m'a énormément aidé, qui m'a donné la capacité de reprendre le pouvoir sur moi-même, qui m'a donné cette capacité d'être libre, d'être responsable, d'être conscient de mes faits et mes gestes, de retrouver un rapport chaste au monde, de retrouver un équilibre psychique. Elle m'a tout donné, j'ai énormément reçu d'elle. Pendant 7 ans, je l'ai vue. Et c'est une des rares qui est spécialisée en bipolarité. Il y en a d'autres, et il y a plein d'autres bonnes thérapeutes, il n'y a pas qu'elle. Et la thérapie, c'est trop souvent oublié par les psychiatres et par les bipolaires, mais c'est fondamental parce que c'est là où on va se libérer de son passé, de ses traumatismes d'enfance, de choses lourdes qu'on porte mais qu'on n'ose pas évoquer à sa famille, à ses amis, voire à sa femme. Du coup, il y a
le psychiatre, il y a la thérapeute et il y a les médicaments fondamentaux d'avoir le bon traitement et d'être bien soigné. Avec une alliance thérapeutique entre le psychiatre et la psychothérapeute. Et puis voilà, ça fait 5 ans que je suis stabilisé. Ça fait 5 ans que je suis heureux. Ça fait quelques mois que je suis marié et on attend un enfant avec ma femme. Je veux dire, la vie m'a gâté. La vie m'a gâté et je veux le dire à tous les bipolaires. Tous les bipolaires. Vous allez être gâtés par la vie. Vous allez être gâtés par la vie. Il faut que vous puissiez garder cette espérance. Et moi, je sais ô combien c'est dur. Je sais ô combien ce message peut paraître insupportable quand on est en crise maniaque ou en crise dépressive. Mais vous valez tout l'or du monde. Vous valez tout l'or du monde. Donc, toutes les personnes qui ont des envies suicidaires, dans le cadre de la bipolarité, c'est normal, puisque ça fait partie de la maladie. Mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. C'est vraiment important d'avoir ça dans le cœur pour avoir voulu me suicider. Et dans un cadre plus politique, si on me propose demain de mourir, je dirais non. Mais il y a 5-6 ans, j'aurais dit oui. Donc gardez l'espoir. Alors stabiliser mais pas guérir, c'est un point qui est très particulier parce qu'on ne guérit pas de la maladie psychique bipolaire. On peut se stabiliser, on peut être dans une stabilité profonde. Donc moi, je suis stabilisé profondément parce que ça fait 5 ans que je suis hors crise. Je parle de guérison. Et c'est très compliqué de parler de guérison parce que la maladie bipolaire est une maladie incurable. Mais moi, je ne crois pas à l'incurabilité. Je pense que dans une dimension psychique positive, après 5 ans de stabilité, en se disant, moi, je me pousse à croire que je suis guéri, tout en voyant mon psychiatre, tout en prenant mes médicaments, tout en continuant, s'il faut, le rapport psychothérapeutique. Mais dans l'état d'esprit, je me sens guéri, dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. Ma femme, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle à 2 égards. Le premier, c'est qu'elle est magnifique. Et le deuxième, le plus important, c'est qu'elle m'a suivi dans la maladie. Elle m'a suivi dans ma maladie. Elle a accepté le pari de se marier avec quelqu'un de bipolaire. Et ça, c'est un acte d'une grande liberté, parce qu'on en avait parlé avant. Donc moi, je pense que se marier pour quelqu'un de bipolaire, c'est possible. On peut avoir une vie de famille, c'est possible. Il faut juste être libre et conscient du geste qu'on pose. Est-ce que j'ai peur que mon enfant soit bipolaire ? Je pense que non, je n'ai pas peur de ça. Ça peut arriver, il y a une chance que ça le soit, mais je ne vis pas vraiment dans cette peur. Et je vais dire quelque chose de très drôle, mais je ne suis pas un expert en bipolarité, dans le sens où je ne connais pas vraiment la façon dont ça peut se transmettre. Je sais que ça peut se transmettre si le gène est là, par un traumatisme ou non, il se déclenche. Mais moi, je vis dans... Voilà, la seule chose sur laquelle je dois être très vigilant, c'est mon sommeil pendant les premières nuits de mon enfant. C'est important d'avoir des proches qui te soutiennent ? Alors, c'est peut-être le cadeau que la vie m'a fait, le plus beau qui soit. Et je parle de ça parce que je sais ô combien il y a des gens qui se sentent seuls. Et ô combien c'est dur déjà d'être bipolaire. Et ô combien c'est dur d'être seul dans sa bipolarité. Moi, si je peux apporter un peu d'empathie et de cohésion dans ce message, j'ai été complètement accompagné par mes amis qui parfois m'ont lâché parce qu'ils ne savaient pas ce que je vivais. Je leur en veux pas. Mais oui, j'ai été très accompagné, très entouré par ma famille, mes amis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai une famille nombreuse. Donc voilà, tout ça autour de moi est un écosystème fécond, quoi. Et aujourd'hui, tu aides aussi d'autres personnes atteintes de bipolarité ? Oui, je le fais pas beaucoup, parce que ça prend beaucoup de temps et ça prend une énergie énorme. Mais j'appelle 1 à 2 personnes bipolaires par semaine, avec qui j'ai des entretiens réguliers, pour parler avec elles, pour raconter mon histoire, mais surtout les écouter, comprendre qui elles sont, comprendre la façon dont elles peuvent avancer. Et je suis comme un ami aidant. Et franchement, une écoute et quelques conseils, c'est très très précieux quand on est bipolaire. Prends soin de toi. Le conseil à donner à quelqu'un
qui a un proche, très proche bipolaire, c'est prendre soin de soi. Parce que la personne peut s'épuiser au contact d'une personne bipolaire. C'est des grenades qui peuvent exploser les familles, qui peuvent exploser les cercles amicaux, qui peuvent exploser le milieu professionnel. Cette grenade, elle tue 1600 personnes par an. Il faut prendre soin des aidants, des personnes qui vont accompagner au quotidien ces gens-là. Donc il faut que l'aidant et la personne bipolaire soient soignés, accompagnés, chacun à son rythme, chacun à sa mesure. L'aidant doit avancer en même temps et se protéger. Et je dis ça pour le bien et pour mon bien quand on est bipolaire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Moi, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est continuer à vivre ce bonheur, cette joie, d'être stabilisé, d'être heureux, d'être marié, et surtout d'être un peu au service pour redonner tout ce que j'ai reçu. Parce que j'ai reçu énormément de choses, énormément de cadeaux, énormément de grâce, une vie bien remplie. Donc, j'ai 33 ans, je suis jeune, mais je pense être en mesure de pouvoir redonner pas mal de choses de ce que j'ai vécu. Et voilà, je le souhaite aussi pour toutes les personnes qui sont bipolaires, pour vous qui souffrez aussi d'autres troubles psychiques. Vous vous rejoignez dans ce témoignage. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'espérance à avoir, avec des soins médicaux adaptés. Et je vous remercie, Légende, du fond du cœur, parce que vous m'avez donné l'opportunité de témoigner sur un sujet de santé publique qui est très méconnu, mais qui est très grave, qui peut se soigner. Donc voilà, du fond du cœur, Légende, merci. Et je vous présente ce livre qui s'appelle « Ma vie aux deux extrêmes », qui est un livre que j'ai écrit à 4 mains, avec une personne formidable, qui raconte mon itinéraire, et qui est peut-être le vôtre, en partie. Et donc je vous invite à l'acheter, à le lire, et peut-être à en profiter de certains fruits, de certains passages. Et encore une fois, ça a été écrit à plusieurs, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, je vous remercie énormément. Voilà, c'est un livre, on va vous mettre le lien en description, mais c'est un livre qui parle de ton histoire, de ce que tu as vécu, et de ton ressenti. Tout à fait, ouais. C'est un livre qui parle de mon histoire, de mon ressenti, de mon vécu, de mes expériences évidemment mystiques, mais aussi psychologiques beaucoup, les crises, mon environnement familial, amical, voilà, des choses assez classiques qu'un jeune homme de 20 à 33 ans a pu vivre en tant que bipolaire. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous, c'était une joie.